bonsoir. Ça va, Laurent? Ah, je n'ai pas dormi. T'as pas dormi? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a une fille qui a tapé à ma porte toute la nuit. Non, tu es harcelé. Je ne l'ai pas laissé sortir. Alors maintenant que t'as dit ça, raconte-moi le massage taille, parce que vraiment, t'as fait ma joie hier soir. Ah oui, alors c'est un mec qui va se faire un massage taille. Alors il se détend et tout pendant 1 heure et tout. Et puis à la fin, la thaïlandaise, elle fait une petite branlette. Et le mec, il dit oui, volontiers. Et la fille, elle sort. Le mec, il est un peu étonné, il attend un peu. Elle revient au bout de 10 minutes, il fait alors, c'était bien. C'est Julien Clerc qui l'a raconté. Non, incroyable. Julien, il a changé, Ouais, Julien il a changé, il Clerc. raconte des vannes de cul, Julien. Ah, dis donc. C'est le warm-up. Bravo. Comment, on peut l'applaudir, comment une petite Marseillaise peut nous produire un morceau comme ça? Elle envoie du bois, la gamine. Ah ouais, là, je peux dire, elle y va. Ça va, Marina? Ça va très bien, merci. Alors, la dernière fois que tu es venu dans l'émission, il y avait Vincent Lagaffe. Aujourd'hui, il y a Kev Adams, Amir et Stéphane Plaza. T'as jamais de cul, hein? Tu tombes sur des blaireaux à chaque fois. Hein. Et en plus, il y a Jean-Pierre Foucault. Alors, c'est un peu comme si c'était une spéciale Marseille. Il n'a pas le droit d'approcher le mineur à moins de 500 mètres. Qu'est-ce qu'il a dit, le juge? On te surveille. Oh là, oh là, oh là, oh là! Pardon. Pas de soucis. Écoute, Ça va, Kev? bordel, Il a un slip gris. T'as un slip gris. spécialement pour vous. Ça va, fils? Ça va très bien, très heureux d'être là. Pardonnez-moi de ce retard, je suis C'est pas grave, désolé, on j'étais avait bloqué commencé sur la avec route. Marina, on vient d'écouter son tube Homeless. On a meublé. Je m'excuse pas pour vous, Thierry, mais ma grand-mère regarde et je la connais, elle déteste ce genre de retard voilà, à t'as la vu télévision. Mamie, je suis désolé, pardonne-moi. Voilà. Ici la voix. Oui, Thierry, vous me préviendrez quand Kev Adams arrive, hein? oui, d'accord, je vous le dis. On vous préviendra. Alors, on en était donc à Marina, Bien qui sûr. est d'Allo, c'est presque Marseille. Amir, qui est presque chanteur, mais on va pas. Et on était sur le point d'écouter ça. Hommage à Marseille, évidemment. Alors Marina, après avoir été révélée par l'émission La France a un incroyable talent en 2011, puis après avoir fait un énorme carton avec ton premier album Fearless, donc en 2015, tu as sorti à l'automne ton deuxième album qui s'appelle Explicit, un album de 12 titres qui reviennent sur la période que tu as vécue depuis le succès de ton premier album jusqu'à aujourd'hui, la gloire, la scène, la télé, La drogue et la prostitution. le vide surtout. Dans cet album, il y a un titre qui s'appelle Something, dans lequel tu t'interroges sur ton insatisfaction. Tu dis « Rien de ce que je fais ne semble me combler ». Comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que je cherche toujours à faire quelque chose d'autre, mais c'est aussi ça qui me permet d'avancer, quoi. On regarde à quoi ça ressemble. Sanity, where have you gone? You leave at night, return at dawn. I fall from grace here in the dark. Turn the dive into a work of art. I kiss somebody, I don't know her name. My baby saw me, but I felt no shame. I start a fight with anyone who's in. Hurt everybody, but I feel no pain.
I just wanna feel something. I just wanna feel something. Incroyable, t'as une voix, mais... Et Adèle, elle peut prendre sa retraite. Hein. Ah ouais, non, franchement, donc Marina Kaye, en tournée dans toute la France, à partir du mois de mars 2018, et le 13 avril, à la salle Pleyel à Paris, salle Pleyel qui sera peut-être rebaptisée salle Johnny Hallyday, il en est question. Alors, de cette période de montagne russe émotionnelle que tu racontes dans ton album, tu dis « J'ai fait un peu n'importe quoi, j'étais devenu une personne que je n'aimais pas toujours gentille, qui sortait tout le temps. » Ouais, bon, après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on peut dire que j'ai commencé à travailler vraiment très jeune, donc j'ai pas vraiment eu d'adolescence. Ouais. Et du coup, à la fin de la tournée en 2016, ben, voilà, j'ai voulu sortir, j'ai voulu rencontrer des gens, j'ai voulu vivre ma jeunesse. Ouais. Et moi, je fais tout dans Tout à l'excès, fond. donc voilà. Tu dis on boit, on oublie et tout devient mieux, joyeux. Le lendemain, quand on se réveille, on n'est pas bien, mais on recommence, car on n'est pas bien. C'est un cercle vicieux. En réalité, ça a été sorti de son contexte dans une interview, c'est-à-dire que les journalistes se sont mis à essayer de me faire passer pour une alcoolique, alors que je disais juste que j'étais sortie, en fait, et que, comme tous les jeunes de la Terre, j'ai pas bu du Perrier en boîte. Et voilà, quoi. Donc, ils ont complètement sorti le truc de son contexte. Après, c'est vrai que c'était une période un peu complexe pour moi, parce que je me cherchais artistiquement, qu'est-ce que j'allais faire ensuite. Ouais. Mais c'est à cette période que j'ai écrit Something, donc voilà. T'es pas alcoolique. Non, je ne pense pas. Mais sur l'échelle de Christine Bravo, t'es à combien, par exemple? Alors, autre blessure, dans Little Girl, tu chantes en anglais. Pendant quelque temps, tu as réussi à me faire croire que je ne pourrais jamais y arriver, mais je ne suis plus ta petite fille. Ah, on sent le problème avec votre père, c'est... On peut aussi le voir d'une autre façon, c'est-à-dire que dans cet album, il y a un côté un petit peu féministe où j'explique simplement que les femmes en général finissent souvent dans des relations de dominant-dominé. Ouais. Donc c'est plutôt de ça que ça parle en fait. Ouais. Alors, question Laurent Delahousse. En 2017, Marina Kaye, c'est quoi pour vous être féministe? Être féministe? Oui. Là, je te prépare à France 2, là. Je pense pas que je sois quelqu'un de fondamentalement féministe en fait, mais je pense qu'il y a clairement des différences entre les hommes et les femmes. Il y a des femmes qui sont pas engagées dans des boulots parce que c'est pas des hommes. Enfin, c'est juste, c'est pas normal quoi. Donc, je sais pas exactement ce que moi je peux faire pour ça, mais il faudrait que ça change, c'est clair. Alors, pour en revenir à ton père, quand même, depuis 2 ans. Tu échanges quand même pas mal d'invectives sur les réseaux sociaux avec lui. J'ai rien fait, moi. Lui, il dit qu'il n'a pas été un père traumatisant. Il dit qu'il t'est manipulé par les gens qui s'occupent de ta communication. Et toi, tu es assez évasive, comme tu l'es maintenant, à son sujet. Mais en août 2016, dans 7 à 8 sur TF1, tu as dit « J'ai été une petite fille plus ou moins heureuse jusqu'à 5 ou 6 ans. Et après, j'ai commencé à comprendre ce qu'il se passait autour de moi, notamment cette violence. » Ici la voix. Oui. Thierry, erreur dans vos fiches. La phrase « J'ai été une petite fille plus ou moins heureuse jusqu'à 5 ou 6 ans » est de Stéphane Plaza. Ça, c'est bien. C'est vrai que si tu mélanges les fiches aussi... Non, mais honnêtement, je vais vous dire franchement, parce que j'en parle, on va pas tourner autour du pot. Vous dites que vous avez commencé à chanter pour réconforter votre maman. J'imagine que quand vous étiez petite, chez vous, votre père faisait souffrir votre mère. C'est ça l'histoire, non? Non, mais la vérité, c'est que moi, je suis devenue une personne publique, mais j'ai pas envie de rendre ma vie publique, ni mon passé public, parce que le passé est derrière et que maintenant, il n'existe plus. Mais en même temps, vos chansons, ils font allusion, quand même, la preuve. Non, mais dans mes chansons, je me livre beaucoup. Après, j'ai toujours dit que quand je suis dans un studio, c'est là où je me sens en toute puissance, en fait. Et j'écris des choses sans réfléchir à l'après et à l'interview. Ouais. Alors que je suis pas quelqu'un qui aime s'exprimer en général. Mais vous êtes bien, là, ça va? Ah, ça va super, ouais. Alors, écoutez, moi, je vous trouve extraordinaire. Hein, vraiment. Vous avez une voix absolument incroyable, de très bonnes chansons. Il va faire une carrière incroyable. Incroyable, ouais. Vous êtes toujours un peu hypersensible, quand même. Hein. C'est normal. Hein. Il va pas te lâcher, hein. Balance tout de suite. Parce que il va rien lâcher. Vous avez déclaré en novembre dans le gala, il m'est arrivé d'éclater en sanglots devant la vision d'un homme seul,
mangeant au McDo. Oui. Mais c'est bien, ça prouve votre extrême sensibilité. Ah, mais ouais, il y a des gens, parfois, que je croise dans la rue, ils me font pleurer. Je sais pas Ouais, pourquoi. Je ouais. déteste voir des gens manger seuls ou. Enfin, je sais pas. Je respecte énormément ça. Je pleure tout le temps. C'est très bizarre d'arriver après, j'ai l'impression un peu d'être dans le bah- public. Je kiffe, mais en public, tu Ouais. vois, j'ai pas envie. Mais t'es bien. J'ai envie d'être avec eux. T'en tu vois, fais j'ai pas, envie Kev d'être- Adams. Ouais. Ça va être ton tour. J'aime bien comme ça, tu vois. Alors, tu la trouves comment, ta compatriote marseillaise? C'est absolument sublime. La Ouais. voix, le clip, le physique, ce visage enchanteur. C'est C'est super. la bravo. Lana Del Rey française. Ça Exactement. vous va, ça? Ouais. Non, ah merde. J'adore Lana Del Rey, mais j'aimerais bien être Marina Kaye, quoi. La Adèle de la PACA, ça te va ou... Alors, Jean-Pierre Foucault, comment ça va? Ça va pas trop mal, Bah, Thierry. ça a l'air, hein, dis donc, t'es bronzé, mon Oui, pote. non, ça va. Ça se passe bien, la retraite? La retraite, ça va? Hein? Alors, ce soir, c'est l'élection Miss France. 21 ans que tu présentes ce concours. Oui. 20 ans de trop. T'en as pas ras-le-bol, non, sérieux. Absolument. Parce que nous aussi, hein. Ah, il en a pas ras-le-bol, lui. Non. Ah, oui, je sais que toi, oui, mais... non. D'ailleurs, tu as piqué ça au Miss, hein. Tu n'as Oui. pas le droit. Ouais. Non, la reine d'Angleterre. Ah non, pardon. Non. Ce sont les Miss France. Non, mais C'est la attends, reine d'Angleterre, mais Jean-Pierre, après les Miss chaque Françaises. année, c'est la même chose. Il y a des filles en maillot de bain Sauf que- qui veulent la paix dans le monde avec Alain Pas Delon du qui tout, les pas du reluque. tout. C'est que tu n'as pas regardé depuis longtemps. C'est que tu n'as pas regardé J'ai depuis pas longtemps. regardé Non. depuis longtemps. Eh oui. Absolument pas. Non, C'est non, plus non. du tout comme ça. Chaque année, elles ont entre 18 et 20 ans. Et voilà. C'est un bain de jouvence pour moi. Et c'est un cadeau que me fait TF1 chaque année. Ah oui, depuis t'es si longtemps. content, t'es content. Très content. Tu m'étonnes. Bah, écoute, Baise à l'œil. Est-ce que... Non, mais alors, si je suis sérieusement... pas- franchement, si je suis pas content, je reste chez moi. Oui, c'est vrai. Surtout que je sais Et bien je suis chez bien toi. chez moi. Ce que j'allais dire, oui. Alors, dans une société qui est quand même de plus en plus féministe à l'époque de Balance ton porc, est-ce que ce concours Miss France n'est pas un peu anachronique? Voilà. Question Alors ça, d'emmerdeur de la ça, télévision. Ça, c'est la question. Il faut le prendre comme un divertissement, Ouais. tout simplement, et ne pas se poser trop de questions. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Moi, ce qui me Je vous choque, conseille de pardon, le faire. Oui, monsieur, je vous en prie. C'est les filles qui sont pas élues sont abattues à la fin. Je trouve ça... Bah, il faut bien prendre une décision à un moment. Hein. On va demander son avis à Kev, qui lui s'y connaît en ancienne Miss France. Ah bon? Oui. J'ai rien dit, j'ai dit s'y connaît en ancienne Miss On France. t'a vu Ouais, avec ouais, Jeff-Pierre. Mais je t'ai dit, mais attends, mais j'ai rien dit non plus, je t'ai dit ah bon avec un sourire. Oui, je te connais. va bien Dis-moi alors. T'aimes Alors bien quoi le concours Miss France, toi? Moi je trouve ça super. Ah. Je trouve que c'est un formidable concours Voilà. qui permet de mettre en avant des jolies jeunes filles et qui permet. Et toi, ça va sinon? Pour toi, le concours, c'est comme un catalogue, tu choisis. Alors Jean-Pierre, t'es ici également donc pour un livre publié chez Hugo Motors, Ouais. intitulé Vélo Solex, l'épopée d'un cyclomoteur. Sur Jean-Pierre. Comment tu te fais Non mais tu sais chier. quoi Ouais, eh je vais non, vous expliquer. Jean-Pierre, il a un truc, c'est pour les baby boomers. C'est oui, c'est fascinant parce que c'est tous les trucs que nous, à notre génération, on aime. Si Voilà. tu veux, Moi, voilà. je suis passionné des voitures populaires françaises d'après-guerre. J'ai Comme fait moi. une dizaine de bouquins. Et il faut savoir que ce vélo Solex, qui était un instrument de liberté de toute une génération, voire de 2 générations, a été vendu en France à plus de 8 millions Tu te rends d'exemplaires. Donc ça signifie que celles et ceux qui nous regardent ont eu ou connaissent quelqu'un qui a on a tous possédé eu un des vélos Solex. Solex. Voilà. Moi je pense qu'ils sont tous décédés, Jean-Pierre. Hein, c'est pas- Absolument pas. Absolument Non pas. Ah non, absolument. Puisque j'en ai un. Bon, eh ben, vous êtes un survivant, Jean-Pierre. Alors dis-moi, toi, ton premier Solex, tu t'es fait piquer en fait. Exactement. Mais c'est-à-dire qu'à Marseille, je l'ai laissé devant chez moi, il n'y est pas resté longtemps. À Marseille, il faut rien laisser devant la porte, c'est bien connu. Il n'y a que les poubelles qu'on peut laisser devant la porte à Et Marseille. elles y restent. Il y a quand même eu le Solex, bon, 45 au début, puis après il y a eu le 1400, le 1700, le F4. Pour terminer avec le 3008, magnifique, Ah, que le vous avez eu, 3008, bien c'était entendu. le Solex à Barthes. Ah, c'est top, c'est top. C'était pas Stéphane Bern qui présentait cette émission, là, le vélo Solex. Alors Jean-Pierre, moi je suis Oui. ravi que tu sois là évidemment, parce qu'on te Merci, voit quand même de moins en moins à la télé. Tant mieux. Tu viens chez moi une fois par an, j'en suis ravi. Merci. Alors il y a bien Loto, il y a bien Dals, mais enfin bon, c'est pas pareil, on ne te voit plus dans une émission Non, c'est pas pareil récurrente. parce que j'ai assez donné, puis je pense que c'est normal de laisser un peu la place, mon cher Thierry, comme toi, à la génération jeunes. montante, aux jeunes. Ah oui, ça c'est bien. Moi, Ça c'est j'ai- gentil, il y a monsieur 50 Foucault. ans, 50 ans que je fais de la radio. Moi, ça fait que 30 ans, donc, 35 oui. ans que je fais de la télévision. Donc c'est bon, je peux de temps en temps vivre, me reposer et aller faire ce que je n'ai pas pu faire jusqu'alors, Ah. la route 66 et puis visiter le monde. Ben voilà. Alors comme tu as fêté tes 70 ans le 23 Il novembre, paraît. tout le monde se pose la question de ta retraite. Ah. Une retraite à Caril-Rouet, dans ta maison. Dans cette maison où tu entreposes tous les objets
qui te sont chères. Pardon. Tu dis, je conserve absolument tout ce qui me concerne, ma vie privée ou professionnelle. J'ai mon premier contrat en 1966 à RMC. J'ai ma première lettre de renvoi 6 mois plus tard. Tout est encadré. J'ai toujours tout conservé. J'en connais un autre qui conserve absolument tout. J'ai tout gardé, ça me fait très plaisir. La première fois que j'ai fait ci, la première fois que j'ai fait ça, le billet d'avion. C'est ta première capote, Jean-Pierre? Oui, bien sûr, bien sûr. Sans la séquence émotion. Ça ruine la séquence émotion. Alors, malgré tout, quand même, j'ai l'impression que tu vis bien ta retraite parce qu'aujourd'hui, la télé est placée sous l'œil délateur des réseaux sociaux. C'est pas quand même ta tasse de thé, non? Non, je supporte pas ça du tout. Moi non plus. Parce que moi, quand je dis quelque chose, je dévoile mon identité. Ouais, bah oui. L'anonymat sur Twitter est quelque chose d'absolument Ça rappelle insensé. de mauvais souvenirs. Oui, c'est ce que j'ai eu le malheur de dire un jour, on me l'a reproché. Alors, plus ça va, plus tu te lâches en interview. Hein. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Oui. Tu peux le dire maintenant. C'est quoi la pire émission de ta carrière? La pire, on vous aura prévenu peut-être. C'est quoi? C'était un talk show qu'on faisait en deuxième partie de soirée. On voulait faire un petit peu comme David Letterman, parce que c'était très à la mode de diffuser à l'époque en France tous les jours, ou pratiquement tous les jours. On avait le bureau, on avait tout, etc. Mais ça n'a pas été un énorme succès. Mais c'est avec Gérard Louvain. C'était avec Gérard Louvain. Le pire moment que tu as passé sur un plateau de télé, à part aujourd'hui? À part aujourd'hui, bien entendu. Le pire moment, c'est quand j'ai dit des bêtises sur Adeline Hallyday, en la traitant de tous les noms, alors qu'elle avait enregistré la chanson qu'elle allait chanter, elle l'avait enregistrée le matin. C'était la répétition générale. Alors j'ai dit n'importe quoi, et voici Evelyne, machin, etc. Le rideau s'est ouvert et elle était là. Ah ouais. Et Johnny aussi. Ah, oui, c'est gênant quand même. Et il est venu me voir. Et il m'a dit, tu as de la chance. Que je sois de bonne humeur. Sinon, je t'aurais pété la gueule. Non, et il puis était... voilà. Il était très bienveillant, Johnny. C'était Johnny. Le pire animateur avec lequel tu es collaboré? Ça m'ennuie, Thierry, de... Tu l'as cherché, là. Collaboré? Non, je ne collabore pas. D'abord? Je participe. Oui, en mémoire de ta mère. Mais je ne sais pas. Non. Ce serait discourtois, et je ne le suis pas. Avec qui partirais-tu sur une île déserte? Geneviève de Fontenay ou Cyril Hanouna? Sans hésiter une seule seconde, Cyril Hanouna. Eh ben, il est là! Non. Moi, je sais que c'est une blague, Thierry, parce que j'ai vu dans tes yeux, mais pour le public, c'est pas cool parce qu'ils ont tous fait. Où ça? Et ça, c'est pas sympa. Voilà, c'était le moment. On se retrouve après la pub pour saluer les carrières tout de suite. Salut les terriens du samedi. Avec nous ce soir, 6 super terriens. Kev Adams, Jean-Pierre Foucault, Stéphane Plaza, Amir, Marina Kay et Laurent Baffy. Notre premier terrien ce soir est parti en Éthiopie sans son portable. Il est devenu un minicum. Il fait la voix d'un pou au cinéma. Il descend l'Everest en surf des neiges. C'est Kev Adams. Et encore, j'ai pas dit qu'il sortait avec la plus belle fille, pas du monde, de l'univers. Autre terrien invité ce soir, il vient de Marseille. Il ne rouille pas. Ce n'est pas une Kalachnikov. C'est Jean-Pierre Foucault. Mon terrien suivant a réussi l'exploit de faire passer les agents immobiliers pour des types sympas et rigolos. Et honnête. Comme quoi il est capable de tout.
c'est Stéphane Plaza. Autre terrien invité ce soir. Il a été dentiste avant de se lancer dans la chanson. À croire qu'il a toujours aimé faire souffrir les gens. C'est Amir. Notre terrienne de ce soir avait vraiment un incroyable talent. C'est Marina Kaye. En P3, après Alex Vizorek, nous accueillerons notre terrienne du samedi soir, Caroline Simons, fondatrice de l'association Le Rire Médecin. Chaque année, 80 000 spectacles de clowns dans les hôpitaux pour offrir des éclats de rire aux enfants. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune, le hashtag SLT. Kev, c'est le sac à sapin. Mais bien sûr, c'est important, bien sûr. Alors tu dis, voilà, Alors, qu'est-ce comme que je chaque dis, moi année, n'oubliez pas le sac à sapin. Comme chaque année, je regarde quelle caméra, dis-moi, tiens. Regarde-moi, moi. Ok. Comme chaque année, n'oubliez pas le sac à sapin. D'handicap international. D'handicap international. Ça ne coûte que 5 €. Ça ne coûte que 5 €. Et vous faites une bonne action pour Noël. Et vous faites... Bah non, ne monte pas la voix, laisse-moi faire ce travail-là, tu vois. Bah ouais. Sac à sapin, et en plus, vous faites une bonne action pour Noël. Et ouais. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici mon CDD, toujours en CDD, Tom Villa. T'as vu le casting ce soir? Il n'y a que des beaux gosses, c'est bien, il y a Stéphane, ça compense un peu. Merci. Bon, en tout cas, il y a un très beau plateau et beaucoup de gens révélés par des télécrochets. Amir qui a été révélé par The Voice, Marina, La France a un incroyable talent, Kev par On ne demande qu'à en rire, Jean-Pierre Foucault par Le Petit Conservatoire de Mireille. Donc vraiment, bravo. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Notre première invitée, on l'a invitée juste pour faire chier Kev parce qu'elle, elle n'a pas démarré sa carrière à 17, mais à 13 ans, c'est Marina Kaye. Ouais. 13 ans. 13 ans, c'est quand même incroyable. 13 ans, elle gagne un incroyable talent et elle gagne 100 000 €. Donc je peux dire que quand tu retournes au collège, derrière, personne t'emmerde. Si, tout le monde l'a emmerdé, malheureusement, hein, c'est vrai. Ouais, mais en tout cas, les profs, les seuls encouragements qu'ils te donnent, c'est pour un virement, à la limite. Mais c'est vrai que c'est... Ah ouais, non, mais c'est très très beau. Mais surtout, malgré son jeune âge, ce qu'il y a de très bien, c'est que Marina, elle a du caractère. La dernière fois, elle avait défoncé Yann Moix, on n'est pas couché. Ouais. Elle tacle, elle assume. C'est vrai, quand Thierry, il lui a dit qu'elle serait la seule nana en plateau, elle lui a répondu avec toi, on sera deux. Donc vraiment, bravo Marina. Ah, c'est vrai. Notre deuxième invité, il nous a prouvé que dans la vie, tout était possible, même capillairement. C'est Kev Adams. Surtout capillairement. Surtout capillairement. En 2009, voilà, le public vous a découvert pour la première fois dans le gala Rire ensemble contre le racisme. Voilà, donc Kev, c'est le seul humoriste qui doit être très reconnaissant envers le Front National. Et puis, il y a son nouveau film, voilà, Tout là-haut, qui raconte l'histoire d'un surdoué du snowboard qui veut monter l'Everest pour descendre la plus dure et plus dangereuse des pentes. Voilà, c'est une pente encore plus raide que celle de Gilbert Rozon actuellement. Ou Et Kev qui a obtenu le Graal, c'est être au musée Grévin. Et c'est à la fois génial et un peu chiant parce que c'est vrai que tu changes beaucoup physiquement. Il a grandi, il a changé de look et tout. Bah, t'as plus la même tête qu'il y a un an. Autant Charles Aznavour, sa statue, elle existe depuis 30 ans. Mais il avait déjà 80 balais à l'époque. Pour Kev, c'est très chiant. Non, mais c'est vrai. Notre prochain invité, c'est le seul qui peut s'exciter sur une double vasque chez le roi Merlin. C'est Stéphane Plaza. Ah ouais. Stéphane, c'est le seul mec qui, quand il dit à une femme, je vais t'acheter un petit 2 pièces, il parle pas lingerie. Vraiment, non, en vrai, ça doit être chiant d'être agent immobilier et connu parce que quand t'as un mec qui cherche un appart, il vient te saouler directement. C'est comme Michel Simès, dès que t'es malade, hop, tu l'appelles. Alors que c'est vrai que typiquement, Tex, quand il y a besoin d'une blague, on l'emmerde pas. Tu vois, c'est vrai que c'est, Alors Stéphane, il est agent immobilier, il fait des émissions immobilières, il a fait des pièces de théâtre sur l'immobilier, il a ouvert des agences immobilières à son nom. Là, il sort une BD sur lui, qui est un agent immobilier. Voilà. La question, est-ce qu'on n'aurait pas fait un peu le tour de la thématique de l'immobilier? Non. D'ailleurs, une BD qu'il n'a ni écrite ni dessinée. Putain, quelle arnaque celui-ci, sans déconner. Remarquez, on reçoit des fois des gens qui n'ont pas écrit leur livre, mais comme on les lit pas non plus, du coup, ça compense. Voilà.
Notre quatrième invité, il est beau gosse, il chante bien, il est blindé. Franchement, ça fait quand même 3 raisons de le détester pour nous les mecs. Mais non, en plus, il a l'air sympa. C'est Amir. Ah ouais. Amir qu'on a découvert grâce à The Voice et qui nous a ramené une très belle 6e place à l'Eurovision. Voilà, c'est quand même fou dire une très belle 6e place. Bah oui, ça fait 40 ans qu'on n'avait pas gagné. L'année d'avant, on était 27e. Donc, ouais, et sur 26. Donc franchement, c'est très rare. Non, en 2014, ils ont eu 2 points. Ils étaient 3 dans le groupe, même pas 1 point par personne. Vraiment. Et là, Amir, il va être dans le jury de l'émission Destination Eurovision. Donc c'est lui qui aura la lourde tâche de trouver la personne qui va nous faire perdre l'année prochaine. Et non, et il y a un très très bel album d'Amir. Et il y a un titre avec votre femme, c'est ça, Lital. Ouais. Voilà. Du coup, les droits SACEM, ils sont sous le régime de la communauté ou de la séparation des biens. Non, le titre c'est Idéal Idylle. Voilà. Je sais. Voilà. Donc si jamais ils reprennent, voilà, c'est fini. On sentira qu'il y a un petit problème dans le coup. Hein, voilà. Donc, non, mais c'est con de faire une chanson avec sa femme, parce que après, tu pars en tournée. On t'a pas expliqué le principe de la tournée? Non. Ah ouais. En boîte de nuit, tu restes pas jusqu'à 2h du matin. Le dernier invité, il vous a fait passer de sacrées soirées, il a fait gagner des millions et il a passé en revue les années Twist, les années Soleil, les années Rire et les années Chaude Pisse. Je sais, Jean-Pierre Foucault. Non, Jean-Pierre, qui présente aujourd'hui l'Euro-Million. Voilà, alors il y a eu beaucoup de mauvaises langues qui se sont moquées. En attendant, quand il y a des millions, bah, il est toujours là, Jean-Pierre. Il se fait pas chier à faire gagner des encyclopédies et des week-ends à Mulhouse, tu vois. Tu vois Jean-Pierre à la télé, tu sais qu'il y a du fric à se faire. Voilà. Et c'est vrai. Et ce soir, en plus, vous présentez les Miss France. Alors faites attention, parce que c'était ici même, il y a 4 ans, qu'il y avait eu un petit dérapage. Vous étiez clashé avec la ville de Dijon, parce qu'il avait dit le problème, c'est quand on se couche à Dijon, on se réveille à Dijon. Alors, non, mais on n'en reparlera pas. Mais ce soir, vous êtes en direct à Châteauroux. Et je vais dormir à Dijon. Non, en tout cas, vraiment, moi, Jean-Pierre, c'est la classe. Et très classe, vous avez dit dans une interview, très humblement, vous avez dit « Moi, je suis juste là pour passer les plats. » Bah écoutez, si jamais vous cherchez quelqu'un pour saucer... Allez, bonne émission. Merci, bravo. C'était Tom Villa, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur le site et l'appli MyCanal. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre qui est au top du top de la semaine. Kev Adams, rebonsoir. Bonsoir. À 26 ans, Kev, vous êtes devenu l'idole des jeunes, scène, télévision, cinéma, en France, aux États-Unis, en Inde, et dit-on dans tout l'univers. Vous menez une incroyable carrière. Aujourd'hui, vous faites partie du top 3 des comiques français avec Gad Elmaleh et Florence Foresti, mais aussi du top 3 des acteurs français les plus bankable avec Omar Sy et Jean Dujardin. Et 2 fois dans le top 3. Bravo. C'est incroyable. Incroyable, c'est dans les 2 top 3. Je vais y aller parce que j'ai rien à dire moi après ça. C'est très touchant et ça fait très plaisir. Ben, c'est la vérité, sûr. Alors on commence avec le cinéma. Vous êtes à l'affiche de Tout là-haut, un film de Serge Hazanavicius en salle le 20 décembre. Ensuite, toujours au cinéma, il y aura Love Addict, oui. À la 2. Oui. Alors aux USA, donc vous avez fait Super High pour l'appli Black Pills. Et vous jouez donc dans une comédie américaine intitulée L'espion qui m'a largué, The Spy Who Dumped Me. En Inde, c'est The Interpreter. Oui. En Croatie, il fait quoi? Rien. En Croatie, il faut rien. Je pense qu'il a... C'est une feignasse, ce mec. À la télé, vous avez fait un carton avec Rendez-vous en terre inconnue, dans la tribu des souris, en Éthiopie. Vous faites désormais partie des Minicums sur France 4. Question scène, vous écrivez votre prochain spectacle, mais vous faites régulièrement des apparitions dans des comédie clubs américains pour roder votre spectacle en anglais. Tout ça en 10 ans. Résultat, vous avez 6 millions d'abonnés sur Twitter,
12 millions à la banque. 5 sur Instagram et 5 sur Facebook. Vos concurrents, ils doivent être dégoûtés, là. Si j'étais dans le même business que vous, j'arrêterais, je crois. Franchement, c'est hyper impressionnant d'entendre tout ça. Mais parce c'est la que, vérité. évidemment, c'est que des projets sur lesquels je travaille, mais dans ma tête, c'est très séparé à chaque fois. Donc de mettre tout ça ensemble, C'était pour ça qu'il fallait que vous veniez ici, pour que je vous explique tout ça. Merci infiniment. En plus, c'est Noël, votre mère regarde, etc. Quoi, et vous savez qu'elle aime beaucoup l'émission, et ça me fait très très plaisir, et ça me touche beaucoup d'entendre tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Kay, vous êtes ici ce soir pour un film qui s'appelle Tout là-haut. C'est le premier film de Serge Hazanavicius, donc qui est le frère de Michel et de Judith. Tout à fait. Judith qu'on embrasse, qui travaille avec nous. Avec Vincent Elbaz, Mélanie Bernier, Bérénice Bejo. C'est en salle le 20 décembre. Je fais le pitch. Vous êtes la star du snowboard et votre rêve, c'est de descendre l'Everest sur votre planche. Vous partez vous entraîner à Chamonix, où vous rencontrez votre idole, le champion Pierrick Lefranc, devenu guide de montagne, qui devient votre coach, et vous partez tous les deux au Tibet pour rider la descente de la mort. Voilà le pitch. Qu'est-ce que vous pitchez bien, chef? Ah, c'est mon truc. C'est mon truc. Je suis même l'importateur en France du mot pitch. Vous dites, Scott, le héros du film, ce n'est pas moi. Il n'y a aucune part de Kev en lui. Je ne pourrai jamais risquer ma vie pour accomplir mon rêve. J'étais un peu déçu, là. Alors attention, il y a beaucoup de parts de moi dans le personnage. Ouais. D'ailleurs, Serge Hazanavicius, le metteur en scène, qui, je le dis, a autant de talent que de lettres dans son nom de famille, et l'a écrit vraiment pour moi. Donc il y a beaucoup de moi dans le personnage, mais ce que je dis, c'est que j'ai rencontré ces gens dans la vallée de Chamonix qui ont un rapport très spirituel avec la montagne. Pour préparer le rôle, j'ai discuté beaucoup avec eux, je passais du temps avec eux. Et c'est des gens qui savent, quand ils partent en montagne, qu'ils peuvent ne pas revenir. Et ce que j'expliquais, effectivement, c'est que moi, quand je vais monter sur scène en tournée ou quand je vais faire un film, bien sûr qu'on risque toute notre vie quand on fait un projet artistique, mais on risque pas de mourir. Eux, ils risquent de ne pas revenir. Et c'est presque ça qui les rend vivants. Et c'est ce qui m'a passionné chez ces gens-là, quoi. Alors, c'est donc le premier film de Serge Hazanavicius, qui est dingue de freeride. Alors, ce qui est très marrant, c'est que vous avez les mêmes rapports avec Serge que Scott avec Pierrick Lefranc. C'est un peu votre mentor, Serge Hazanavicius. Tout à fait. Ouais, c'est tout à marrant. fait. Je commençais à travailler avec lui très jeune. Il a fait la mise en scène de mes 2 premiers spectacles sur scène, quoi, pour le One Man Show. Et on a un rapport... c'est mon oncle, quoi. Ouais. C'est comme mon oncle. Il m'a tout appris pour ce qui est de la scène. Et même en tant qu'acteur, il m'a beaucoup appris. Et donc voilà, dès qu'il m'a parlé de ce premier film, qui unit ces 2 passions, parce que c'est vraiment ses passions, le freeride, la neige et évidemment le cinéma. Donc il a uni ces 2 passions dans un film et il a effectivement mis dans cette histoire une partie de notre relation. Et on regarde à quoi ça ressemble. Action. Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook, The Number One. Direction Chamonix, c'est là où il y a les meilleurs. Je vais tout casser. Pas mauvais le petit avec le foulard là, tu connais? Non, pas envie. Moi je vous connais, j'ai vu tous vos films. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? On pourrait peut-être aller rider ensemble pour quelques images, non? Je suis avec Pierrick Lefranc, les amis. Dis piou-piou. Piou-piou parce que tous les grands riders ont des surnoms. Tu veux devenir une star, gagner du fric? Fais animateur télé. Tu me rappelles quelqu'un? Je suis pas si con. L'Everest, le couloir Hyundai, c'est le Graal. Moi, ce que je veux, c'est faire des premières. On s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente. Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non? Imagine, le style. Parce que ce qui est beau, c'est le mouvement. Ce qui est beau, c'est l'harmonie du mouvement avec la pente. Scott, Excuse-moi, je regardais la pente. non, tu regardais pas la pente, tu regardais le vide. C'est pas pareil. J'ai envie de descendre cette pente. Ski avec lui, ça fera dur. Avec la vitesse, tu choisis ta ligne. Et tu t'élances. C'est vrai que c'est beau. Je peux faire un selfie? Tu m'emmerdes. Voilà, Tout là-haut, donc de Serge Hazanavicius. Alors, pour un mec
qui était allé au ski 3 fois dans sa vie quand sa mère avait eu un prix au comité d'entreprise, ça a dû vous faire un choc. Ah non, quand vraiment, même. j'étais très très loin de cet univers. Ouais. Et c'est d'ailleurs ça qui me fait plaisir aussi quand je regarde le film, c'est que c'est pas un film qui est fait pour ceux qui vont au ski ou pour ceux qui font du snowboard. C'est justement très accessible, puisque moi, j'étais pas du tout skieur. J'avais fait un peu de ski quand j'étais jeune, j'avais eu un petit diplôme qui s'appelle le flocon. Mais à part ça, rien de... Le flocon. Et je me suis retrouvé à apprendre le snowboard. J'avais jamais fait de snowboard de ma vie, donc j'ai appris à faire du snowboard pour le film. Évidemment, j'ai la chance d'être doublé par un grand champion. Il y avait une doublure, évidemment. Il y avait Évidemment. Une doublure. On regarde. Il n'y a plus qu'à enlever les bretelles et à baisser un peu le fut et c'est bon, c'est un snowboarder. Est-ce que la doublure a gardé le masque? Ah oui, parce que comment vous êtes sûr que le mec l'a pas gardé et qu'il se fait pas passer pour vous? Peut-être que quand vous étiez au fin fond de l'Éthiopie avec Frédéric Lopez, il a essayé de draguer votre gonzesse avec son masque. Non. Non, mais en tout cas, c'est important de le mettre dans la lumière. C'est vraiment, on partage le rôle, que ce soit avec Vincent Elbaz ou moi-même. On a une doublure qui fait la moitié du rôle, puisqu'il fait toutes les cascades. Il y a des cascades incroyables dans le film. Ils sont genre 5 dans le monde à pouvoir faire ça en snowboard et en ski. Et on a eu la chance de les avoir. Je l'ai vu le film, c'est très spectaculaire. Et donc voilà, Jonathan Charlet qui a fait ma doublure et qui est incroyable. Mais c'est vrai que le masque me faisait flipper. Bah oui. Bon, alors de toute façon, vous étiez habitué à l'aventure parce que vous avez fait rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez. Il a dit quoi pour vous décider que c'était un brunch à New York avec des hipsters, un truc comme ça? Je ne vous vois pas partir en Éthiopie avec Frédéric Lopez. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous décider? Il m'a dit que c'était une expérience unique, incroyable, qu'on allait rencontrer des gens qui sont incroyables et que surtout c'était quelque chose qui allait peut-être... C'est une communauté qui allait peut-être plus exister dans quelques années. C'était quelque chose en voie de disparition, comme les cheveux de Laurent Baffy. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas mal. Elle était belle, l'émission. Vas-y. Ça lui fait du bien, ça le calme. Non, donc je me suis dit... Lopez, il était très inquiet quand même. Il s'est dit, je me demande si c'est pas une erreur de casting. Kev est arrivé. À l'arrivée. Kev est arrivé. J'étais choqué, vraiment. Il a dit. T'avais jamais vu une noire, t'as fait Il a dit, Kev a pleuré en arrivant et a pleuré en partant. En même temps, je vais vous dire un truc. Entendre Frédéric Lopez vous répéter toutes les 30 secondes, c'est beau, hein, c'est beau. Moi, j'aurais pleuré aussi. Et je l'aurais étranglé, je pense. Non, mais c'était une expérience incroyable, très intéressante. Et c'est vrai que c'est un vrai choc. Parce que ce qu'on voit dans l'émission, les gens me parlent de l'émission et je trouve ça super, mais c'est très compliqué d'imaginer ce que c'est, le délire que c'est. Quand je suis arrivé là-bas, la première question que j'ai dit, c'est vraiment... J'ai regardé le directeur de production, je lui ai dit, c'est vraiment ici qu'on va dormir? C'est sûr que c'est ça. Vous étiez prêt à payer le billet de retour, sûrement. Non, mais c'était très violent. Une chose, Kev, sans portable. Ouais, sans portable. Mais sans portable, c'est-à-dire le mec, au bout de 3 jours, il a pris un morceau d'écorce rectangulaire. Il a joué à Candy Crush sur son morceau. Il était. Non, mais il y a plein de trucs qu'on ne voit pas dans le film. Par exemple, il n'y a pas de téléphone, mais c'est pas ce qui m'a gêné le plus. Par exemple, ils ont des petits bâtons comme ça, les suris. Et pour s'amuser entre eux, ils se mettent des coups de bâton. Du coup, c'est vachement cool parce que tu te balades avec eux dans la forêt et tu te prends des coups de bâton toute la journée, tu vois. Et moi, je leur disais arrête, et ils ont pendant longtemps cru que arrête, ça voulait dire vas-y, on en rigole, on est en rigolade, quoi, tu vois. Donc c'était assez complexe le truc des bâtons. Il y a un truc qui a marqué les gens quand ils ont vu l'émission, les gens m'en parlent beaucoup dans la rue, ils sont tout nus. C'est des gens qui sont tout nus. Et donc, ils sont aussi très tactiles. Donc parfois, ils te font des gros câlins comme ça et tu sens un truc qui tape sur ta cuisse, tu vois. Et toi, tu les aimes bien, mais tu dis, est-ce que je les aime au point de sentir ce truc sur ma cuisse, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, vous avez pris un bain tout nu. Vous êtes baigné tout nu dans une rivière avec les souris. J'ai pris un bain avec eux, pas tout nu. Pas vous, mais eux. J'ai pu garder mon caleçon, heureusement. Ouais, ils voulaient pas les souris. Il enlève ton caleçon, il disait oui. Montre-nous ta souris, vas-y. Et alors, le pire, c'est quand les membres de la tribu lui ont proposé de boire du sang de vache et de se tartiner les avant-bras avec des excréments pour séduire les filles. Et là, Kev se dit, c'est pas possible, j'ai une caméra cachée. En fait, encore une fois, il faut se mettre dans le contexte. On me réveille, il est 5h du matin, c'est le lever du soleil. On me dit, Kev, on va aller faire une activité aujourd'hui, c'est important. Je dis, c'est super, trop content de faire une activité. 5h15, rien dans le ventre. Ouais. Là, je vois un caca par terre, chaud. Un caca chaud. Je dis, bon, c'est du caca chaud, quoi. Rien de... Et quelqu'un le prend et donne ta main. Je dis, ah ouais, non, peut-être pas. Et clac, j'ai pas le temps de réfléchir. Et là, dans ma tête, je me dis, waouh, dans quel moment dans ta vie, il est 5h30 du mat,
et t'as de la bouse chaude dans la main, avec un gars qui te dit « Mais mets-en sur toi, c'est super !» Donc ouais, c'était une situation particulière. Il faut être extrêmement dépravé pour vivre ça à Paris. Mais encore une fois, ça fait partie de leur culture et c'est formidable. Mais ça me faisait rire à chaque fois de voir Fred qui me disait mais c'est génial, c'est formidable. Lui, il trouve tout génial, de toute façon, ouais. À un moment donné, il me dit ça dans l'émission, il me dit mais qu'est-ce qu'elles mangent les vaches? De l'herbe. Ouais. Qu'est-ce que t'as dans la main? De l'herbe. Non Fred, c'est du caca. Ça s'appelle du caca. Alors, je sais pas si vous avez remarqué quand même, pas un mot sur votre fiancé. La classe. On dira que je suis indiscret. Voilà. Et il y a juste une question. Dites-moi. Ça vous fait quoi de savoir que même sur Pluton, les filles sont moins jolies qu'elles? J'ai aucune idée, j'ai jamais été sur Pluton. Ah bon? Qu'est-ce que vous foutez? Il faut lui demander, oui. C'est ça, il faut aller voir pour vérifier, on peut pas savoir pour le moment. Partez pour Pluton. Avec Frédéric Lopez. Pourquoi pas? Ah non! Ah non! Avec Frédéric Lopez. Alors, si vous aimez Kev Adams comme on l'aime, mardi à 21h sur C8, Kev Adams Intime, le fan devenu phénomène, un documentaire de Laurent Boyer. C'est bien, ça s'est bien passé? C'était super, j'ai adoré travailler avec Laurent Boyer sur ce documentaire. C'était une interview très intéressante et je trouve le titre très vrai et 100% moi, quoi. On est content à chaque fois que vous venez. Et c'est vrai moi, je suis toujours content d'être là. Et maintenant, mesdames, messieurs, comme il a beaucoup de choses qui lui sont arrivées récemment, Kev Adams, je veux savoir où il en est intellectuellement, psychologiquement. Je pense que le mieux, c'est de faire une interview psy. Alors, Kev, est-ce que vous êtes mytho? Parfois. Est-ce que vous êtes mégalo? Parfois aussi, je pense. Ah ouais? Ouais. Je pense que quand on est artiste, on a de l'ego. Il vaut mieux y croire, hein, parce que c'est pas évident. Et il vaut mieux y croire, ouais. Il y a des gens qui me disent ouais, mais attends, toi, quand on te voit, on dirait trop que tu crois grave en toi. Ouais, bah, oui, clairement. Sinon, tu serais pas là. Je crois... Est-ce que vous êtes parano? Oui. Vous craignez quoi, par exemple? En fait, c'est les réseaux sociaux qui m'ont rendu parano. Clairement. C'est-à-dire que j'adore les réseaux sociaux et c'est un lien formidable pour moi d'échanger avec le public. Ouais. Mais ça crée aussi un truc. Parfois, je croise des gens dans la rue, ils me regardent un peu chelou. Je me dis, ah, c'est lui, Alex008, qui m'a critiqué. Je suis sûr, c'est lui. Vous êtes maso? Ouais, je pense qu'il faut un côté un peu fou pour faire ce métier. Vous aimez bien quand on vous fait mal? Quand on vous coiffe? Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bien sûr, non, mais vraiment, je sais pas, j'aime le contact physique, quoi. Je trouve ça cool. Sauf avec les souris où tu sens la bite, là. Ouais. Non, mais là, c'est un peu beaucoup, Laurent. Qu'est-ce que t'en penses? Mais j'aime bien quand on me coiffe. Non, ce qui était gênant, c'est quand il bandait, parce que t'avais une part de responsabilité. Il l'appelait la petite allumeuse, là. Est-ce que vous êtes chamallow? Ça dépend ce que vous entendez par le là. matin. Ouais, non, mais il y a Le matin, c'est l'inverse, en principe. Oui, le matin, en général, on n'est pas chamallow. On est plutôt Mr. Freeze, mais ouais, c'est là. Il m'arrive d'être chamallow. Est-ce que vous êtes pétardo? Attention à ta mère. Qu'est-ce que j'entends? Pétardo, attention, ça m'est arrivé. Mais... Oh, ça m'est arrivé, l'escroc. Est-ce que vous êtes escroc? Oui, ça m'est arrivé. Est-ce que vous êtes, Kev Adams, gros lolo? Oui, j'aime beaucoup ça. Ah, il aime bien les gros lolos, tu vois. Ouais, j'aime bien, bien sûr. Est-ce que vous êtes Roselyne Bachelot? J'ai rien contre elle, mais bon, je crois pas être Roselyne Bachelot. Est-ce qu'on peut être gros lolo sans être Roselyne Bachelot? That's the question. Est-ce que vous êtes... Alors là, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes trio? Est-ce que vous êtes trio? Alors, si on parle du groupe de musique, je les aime beaucoup. Oui. Et si on parle de la partouze, tu m'appelles. Est-ce que vous êtes Jean-Pierre Foucault? Alors là, 100%. 100%? 100% Jean-Pierre. Ouais! Voilà, c'était la P1 de SNT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours
en compagnie de Kev Allen, de Jean-Pierre Foucault, de Stéphane Plaza, d'Amir, de Marina Kaye et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre deuxième Théotop du top de la semaine. Amir, rebonsoir. Amir, mesdames, messieurs, Amir, l'homme qui chante encore mieux quand on lui tourne le dos. Alors Amir, très heureux de faire votre connaissance parce que en fait on se connaît pas. Vous avez été la révélation de l'année 2016 en France avec près de 300 000 ventes pour votre premier album en français intitulé Au cœur de moi. Et vous êtes là ce soir, Amir, pour votre deuxième album en français qui s'appelle Addiction. Mais d'abord, on va parler un petit peu de vous. Ici la voix. Oui. Thierry, je vous signale que du temps de Jean-Pierre Foucault, l'Amir était à la télévision toutes les nuits. Alors, Laurent, Amir, Clifa, Kédider, Haddad, heureusement que vous vous appelez Amir. Voilà. Alors, vous êtes né le 20 juin 1984 à Paris, dans le 12e. Père médecin radiologue, mère artiste plasticienne, tous deux juifs séfarades. Vous naissez, Amir, sans la partie externe de votre oreille droite. Oui. À 16 ans, on vous reconstruit une oreille. Esthétiquement, oui. Mais vous ne souhaitez pas qu'on vous répare votre audition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'entendez que d'une oreille. Oui. Ah, je comprends, là. Tout va bien. Alors, vous grandissez à Sarcelles, et à 8 ans, vous déménagez en Israël. C'est votre mère qui voulait faire son alia, c'est ça? Elle venait de là-bas, donc Ouais. c'était pour elle un retour. Elle est retournée là-bas. Oui. Alors là-bas, vous apprenez à chanter dans la synagogue du quartier, et vous faites votre service militaire dans les rangs de Tsahal, ce qui vous sera d'ailleurs reproché au moment de l'Eurovision par des antisionistes. Ça vous a fait souffrir, ça? Absolument pas. D'accord, c'est bien. Ensuite, vous faites vos études à Jérusalem pour devenir dentiste. Mais la même année, vous participez à la nouvelle star israélienne qui s'appelle... Kochav Nolad. Voilà, c'est pour ça que je ne le dis pas. Donc, ensuite, vous faites un album en hébreu avec une chanson incroyable. On écoute. שלמצוא מילים שמבטאות את מה שלא יוצא בלי קלישאות אולי זה זמן לא טוב אבל אני מתאמן שלום Je t'aime. Et voilà. Et donc, vous rencontrez Patrick Bruel. Oui. Lui, il vous fait chanter avec lui devant 8000 personnes, et là, c'est parti, quoi. C'est parti à l'intérieur de moi, mais Ouais. ça a mis beaucoup plus de temps pour que ça décolle, parce que j'ai attendu 2014 pour participer à The Voice en France, et entre-temps, j'ai terminé mes études. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a semé une graine, il m'a donné envie. Et là, il a fallu expliquer à votre mère que vous allez être chanteur. Mais j'ai fait ça progressivement, il Que fallait vous ne être seriez malin pas avec elle. dentiste. Voilà. Elle a dit Dieu nous protège. Ouais. Mais moi, je suis sûr que votre mère, elle a toujours pas dit à ses amis que vous n'étiez pas dentiste. Elle a mis du temps pour Ouais, je suis l'accepter sûr. parce que c'est clair que c'est le genre de choses qui font une fierté chez une maman comme les nôtres. Et il a fallu que je lui fasse des preuves qu'on pouvait réussir dans d'autres métiers et être honoré et respecté à travers d'autres métiers, ce qui pour elle n'est pas naturel parce qu'elle raisonne avec un raisonnement très classique qui est diplôme, statut social, routine de travail classique. Et c'est pas comme ça du tout que j'ai vu ma vie. Et dès qu'il y a eu une petite ouverture pour faire quelque chose qui me plaît vraiment, qui me rend foncièrement heureux, j'ai tenté ma chance. Voilà, là, en voyant que le passage sur la nouvelle star israélienne ne fait pas décoller votre carrière, vous rentrez en France, vous faites The Voice, vous finissez 3e derrière Kenji Girac et Maximilien Philippe. Ensuite, vous faites l'Eurovision. Oui. Vous finissez 6e, ce qui pour la France est extraordinaire, parce que jusque-là, on était 27e ou 28e.
Ensuite, vous ramassez je ne sais combien de Energy Music Awards, révélation francophone, chanson de l'année. Voilà, donc là, c'est la fin du flashback. On en est au deuxième album qui s'appelle Addiction. Moi, quand j'ai reçu l'album, j'ai cru que c'était un disque de Pete Doherty. Pas du tout. Addiction avec un S. Putain, vous avez plusieurs... C'est un punk, en fait. Ah, ouais. C'est un vrai Elles sont punk. pas malsaines, il faut quand même que je recadre les choses. J'ai cherché un mot fort qui concentrait en lui mon ressenti de ces dernières années. Ce tempérament de toujours accélérer la machine et toujours travailler encore plus, c'est dû à quelque chose de plus fort que juste aimer le métier. Et je pense que je suis addict à tout ce qu'il m'apporte. Ça fait plaisir. C'est un peu un album miroir du premier, quoi. C'est la même équipe, c'est les mêmes thèmes. Je voulais pas changer une équipe avec laquelle ça fonctionnait, mais c'est surtout qu'on a commencé à l'écrire 2 semaines après la sortie du premier, qui était un album de surface, de présentation. Pour moi, n'englobait pas toute l'histoire. Et il fallait raconter la suite et vite avant de perdre les gens. On regarde à quoi ça ressemble. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Donc, le nouvel album, effectivement, s'appelle Addiction. Le titre qu'on vient d'entendre, État d'amour. Et vous serez le 8 novembre 2018 à Playel. Vous savez déjà ce que vous faites le 8 novembre 2018? Ouais, parce que c'est une tournée qui commence au mois de mai, mais qui va durer plusieurs mois. Ici la voix. Oui. Thierry, vous m'aviez promis d'inviter quelqu'un d'antipathique. Je constate que vous ne tenez pas vos engagements. Alors, toujours l'amour. Et quand vous aviez 4 ans, votre maîtresse, je pense à l'école, votre maîtresse, votre maîtresse, Va doucement avec ça. elle s'est plainte à votre mère parce que vous découpiez des photos de filles en bikini. Ah, quand même. Je pense que j'étais très tôt très hétéro. Ah ouais, allez. Et ça se voyait. Et ça se voit encore, hein. Voilà, mais c'est des anecdotes qui restent Ah, mais c'est plutôt marrantes. extraordinaire, à 4 ans, je veux dire. Jamais quelque chose de trop malsain, mais c'est vrai que c'était un truc qui m'intéressait un peu. Nous, à 4 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des cierges. Oui. Alors, il y a... Sur l'album, il y a une chanson avec votre épouse, qui s'appelle Vital. La chanson s'appelle Idéal Idylle. C'est le grand amour, là. Alors, ça semble, oui, parce que le titre, etc. Mais il faut dire que c'est un duo qui est né par hasard. Et qu'en fait, la chanson parle d'une rupture, d'un lendemain inconnu dans un couple. Donc, forcément, si je suis un garçon intelligent, je ne vais pas proposer à ma femme de chanter un truc pareil. Mais comme elle chante bien, elle était venue en studio faire la maquette que je devais envoyer à une chanteuse. Et à l'étape juste avant d'envoyer à la chanteuse, on écoute tous la maquette et on se dit, mais ça fonctionne très bien comme ça. Mais quand elle vous a connu, vous étiez encore dentiste? Oui, j'étais à la fac. J'étais pas tu vois, encore donc ça veut dire qu'elle vous aime vraiment. C'est vrai que ça c'est parti sur des bases qui sont complètement saines et je pense que c'est pour ça que je dois m'accrocher à la valeur de cette relation. Mais c'est important, je pense, dans notre métier, de garder le maximum. Dans notre métier, de garder le maximum de repères. Tu es super sérieux, tu rigoles ou quoi? Et maintenant, mesdames, messieurs, nous allons explorer la face cachée d'Amir. Alors moi, je vous trouve quand même super feel good et tout, donc je voulais savoir quand même, il doit bien y avoir des trucs. Est-ce que ça vous arrive de vous énerver pour un rien? Oui. Ah, très bien. Et est-ce qu'il vous arrive de dire du mal de quelqu'un de proche? Il ne faut pas avoir de mauvaise langue dans ma religion et dans ce que mes parents m'ont inculqué. Donc même si j'ai très envie parfois, je me retiens, j'essaye toujours de regarder le côté positif de la personne. Vous contrôlez, c'est bien. Alors, moi je suis le roi des doigts d'honneur, est-ce que il vous arrive de faire des doigts d'honneur? Absolument. Ah ouais, bien d'accord. En conduisant, j'adore, souvent. Est-ce que vous faites des caprices de star en tournée? Je pense pas. Enfin, j'espère pas et j'ai demandé à ce qu'on me le fasse comprendre si c'était le cas. Parce que Kev, une fois, il a détruit une chambre, lui. Ah ouais.
C'est pas vrai. Déjà, petit 1, c'est pas vrai. Ah ouais. Je tiens à préciser Ouais. qu'on a dit que j'avais détruit une chambre d'hôtel à Cannes pendant le festival de Cannes. J'ai été dans une chambre d'hôtel à Cannes. Il y a eu une inondation. L'inondation a coulé sur les bureaux d'en bas. Ils ont dit, bah, il y a qui en haut? C'est qu'il y a madame, c'est moi qui ai mangé. C'était pour rien. à voir. C'est une histoire de tuyaux, de robinet. Alors, ça vous arrive de tirer sur un gros pétard? Oui. Les soirées libertines? Jamais. De ma vie entière. Mais j'adorerais voir à quoi ça ressemble. Et tu vois, déjà, le mec est ouvert. Le Non, mec est... J'ai beaucoup entendu parler. En fait, je pense que culturellement, c'est un peu plus présent en France qu'en Israël. Sans doute. Et qu'à l'époque de mon célibat, j'étais pas en France, malheureusement, donc j'ai manqué un peu. Laisse tomber. Alors, dernière question, mais c'est la plus importante, Amir. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier d'appeler votre maman au téléphone? Je me suis donné une routine de lui téléphoner tous les vendredis. Et voilà. Voilà un bon fils. C'est pas assez. Et maintenant, on passe à notre troisième thé au top du top. Stéphane Plaza, rebonsoir. Stéphane Plaza, mesdames, messieurs, très bien exposé en télévision, au théâtre, au cinéma, et désormais en BD, l'animateur à saisir immédiatement. Toujours une belle hauteur sous plafond, quand même. Toujours, surtout le matin. Dans ma maison vide, dans ma chambre vide, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui... Alors, dans le classement des animateurs de télévision, Michel Simès conserve la tête du palmarès, mais vous piquez la deuxième place à Nagui. Alors, bonne nouvelle, donc c'est auprès des femmes, vous êtes numéro 1. Et ça me fait très plaisir, avez-vous déclaré, que les femmes aient enfin retrouvé leurs lunettes. Oui, parce que c'était Simès avant. Ouais, tu te rends compte. C'est pas possible. Scandale. Un scandale. Voilà, donc numéro 1 sur les femmes, numéro 1 sur les jeunes. Pourtant, vous avez quand même 47 ans maintenant, hein. Vous n'êtes pas un poulet de l'année. Et alors, la dernière bonne nouvelle, animateur préféré des 7-14 ans, d'après le journal de Mickey. Et ça s'arrose. Le problème, c'est le CSA. Ou plutôt les CSA. Si tu veux, lui, il a le CSA français sur le dos, comme moi, comme tout le monde. Mais il a en plus le CSA belge sur le dos. Alors, en fait, c'est une connerie. C'est la voix off d'une de vos émissions a qualifié, je sais pas, 3 jeunes femmes d'avions de chasse. Ouais. Est-ce qu'on peut pas dire avion de chasse? En fait, c'est sur la quotidienne qui s'appelle Chasseur d'appartements. Je Il y a connais, eu oui, bien 436 épisodes et il y en a 2, et dont une où on dit un avion de chasse, Avion de etc. chasse en parlant d'une fille, c'est un compliment. Enfin non, franchement. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'émission est créée par des filles et la voix fait Bien une sûr. fille. Donc peut-être que le CSA doit vérifier, on fera attention et puis donc tact, on fera moins de black Oui, bien potage. sûr, bien sûr, bien et, sûr. Et Enfin, avançons, bon. mais surveiller veut pas être... Voilà. L'autre truc, c'est allez les filles, la France vous mate. Alors tiens-toi bien, Jean-Pierre. Ouais. Tu dis aujourd'hui, allez les filles, la France vous mate, tu te retrouves au CSA. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Hein. C'est Karine Le Marchand qui écrit les textes. J'aimerais bien, mais non. Pensez quoi du CSA? Vous trouvez qu'il fait bien son travail? C'est une question que je vous pose juste pour vous foutre dans la merde. Hein. Non, mais moi, je suis pas là pour penser, je fais des émissions. Ah bah tu le prouves bien. Hein. Oui, je suis agent immobilier et animateur. Je suis un peu potache, un peu franchouillard, comme nous tous, oui. comme beaucoup. Après, la loi est là. Il y avait quoi? Il y avait 2-3 ralentis sur des formes, c'est pas grand-chose. Peut-être que ça a été mal pris, etc. Faisons autre chose, mais voilà. Après, moi, je suis pas là pour dire ce qu'on doit faire ou pas. Alors, le compte de tout ça, c'est que vous aussi, vous êtes victime de harcèlement. En tant qu'animateur préféré des femmes de ce pays, votre vie doit être un enfer. Vous faites mettre des mains au cul toute la journée. Pas encore. Ah Sinon, bon? je porte plainte, hein, je vais voir le CSA. Non, parce que vous avez raconté que vous étiez harcelé à vos débuts. Quand vous étiez jeune, on vous avait proposé de faire une petite gâterie pour tourner un film. Pour un film au cinéma, oui. Et le producteur vous avait dit, parce que
Enfin, tous les grands comédiens font ça. Hein. Voilà. Donc, si tu veux tourner, ça serait bien de faire un petit plaisir gustatif. Ouais, et alors, non, vous avez refusé? J'ai refusé, j'ai pas eu le film. Mais ce qui est embêtant, c'est que comme j'en ai tourné un cette année, on va peut-être croire que maintenant j'ai accepté, mais enfin... Vous avez refusé à l'époque. Résultat, vous êtes retrouvé agent immobilier, quand même. Ouais, total, ouais, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, Stéphane, on passe à votre actu. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Alors Stéphane, après la télé, le théâtre, le cinéma, vous existez désormais, Stéphane, en bande dessinée. Ça s'appelle Stéphane Plaza, profession agent immobilier, tome 1, Suivez-moi, c'est par là. Et c'est publié aux éditions Jungle et M6. Voilà. Alors le pitch, pas toujours évident de gérer des situations difficiles quand on est le roi de la gaffe. Parce que vous êtes le roi de la gaffe, vous êtes vraiment Gaston Lagaffe, et très jeune, vous aviez cassé les 2 dents de devant de votre frère aîné avec un club de golf. Ouais, en jouant au golf, ouais. Ouais. Mais alors votre frère, il doit vous en vouloir à mort. Non, pas trop, c'est une bonne nature. Ah ouais, il est sympa, là. Il est très sympa, mon frère. Ouais. Il s'en fout. J'ai du mal à comprendre ce qu'il me dit, mais il doit s'en Qu'est-ce qu'il fait, votre frère, dans la Il vie? travaille dans les ascenseurs. Laisse tomber. Voilà. Ah oui, vous êtes tous dans la... Ouais. C'est marrant, quand même. Alors, on regarde à quoi ressemblent vos dessins. Voilà, demain, Stéphane Plaza. Qui a dessiné ça? Il y a ces 2 raches et Cointreau. En fait, on a travaillé à 3. C'est bien dessiné, en plus. Moi, j'aime bien ce style de dessin. Voilà. Vous en avez déjà vendu 16 000. Ouais. Petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des... Alors, à part ça, Stéphane, on vous retrouve du lundi au vendredi à 18h40 dans Chasseurs d'appart, qui marche très très bien. Parce qu'on parle toujours des talk shows en access. Vous êtes quand même celui qui fait le plus, quoi. 1,8 million. Ça marche bien. Vous êtes content? Je suis très content. M6 aussi, donc tout va bien. Alors, il y a aussi recherche appartement ou maison. Maison à vendre, il y en a un d'ailleurs le 27 décembre à 21h sur M6, quand je pense qu'avant vous, les agents immobiliers étaient classés dans le top des métiers détestés par les gens. Vous avez fait aimer les agents immobiliers. Avant, un agent immobilier, c'était pire qu'un contrôleur des impôts ou qu'un serial killer. Comment vous avez fait pour renverser la vapeur? N'y voyez aucune allusion. J'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. C'est pas parce que je dis vapeur que... Bon, conclusion, tout va bien avec M6. D'ailleurs, on vous voit là. Voilà, là, vous êtes tous ensemble. Alors, tous les 4, a dit Nicolas de Taverneau, on est désormais pacsés ensemble jusqu'en 2020. C'est beau. Vous trinquez avec quoi, là? Du mousseux, du crémant? Parce que je connais Taverneau, c'est pas du champagne, là. Si, c'est du champagne, mais c'est pas lui qui l'avait acheté, c'est moi qui l'avais emmené. Ah, bah, parce que je connais bien la maison aussi. Il vaut mieux, bravo. Alors, le seul bémol, vous, Stéphane Plaza, la Rolls de la profession, vous avez acheté un appartement au 6e sans ascenseur. Ah, non, mais c'est dingue. L'agent immobilier a dû lui dire que ça lui ferait du bien de monter 6 étages, que les marches n'étaient pas... Les marches n'étaient pas très hautes. Là, c'était moi l'agent immobilier, en fait. Comment vous êtes vendu à vous-même? Il y a la raison. Ouais. Et après, il y a l'amour et le coup de cœur. C'est où? C'est dans le Marais. Ah, mais t'as vu sur quoi? Tu dois avoir une belle vue. Sur un toit. Ouais, de Paris. Tu t'es fait plaisir, là. Ouais. Vous dites tout le temps qu'il faut pas acheter des conneries sans ascenseur au 6e étage, etc. Et qu'il faut surveiller les travaux. Et le pire de tout, c'est que vous n'avez pas le temps de surveiller les travaux. Oui. Vous voulez qu'on fasse coucou à vos ouvriers? Là, ils sont chez vous. C'est Davido. Et ils sont en train de picoler dans votre salon, en train de vous regarder. Dites-leur bonjour, là. Non, mais vous vous rendez compte, quand même, non? Il y a 1 an de retard, à peu près. Un an de retard. Et j'attends peut-être que l'ascenseur soit mis, quoi, tout simplement. Oui. Ah. Voilà. Est-ce qu'il y a espoir d'un ascenseur? Oui. Ah. Mais il vous a dit que son frère travaille dans les ascenseurs. Il écoute bien. Bravo! Tu comprends pourquoi il réussit, le mec? Oui, parce que j'achète sans ascenseur. Ouais. Et je revends avec ascenseur. Ah, putain. Culbute du prix dans le Marais. Ici la voix. Oui. Un coup de fil des ouvriers de chez Stéphane. La double vasque ne rentre pas. Une simple vasque, c'est pas un problème. J'ai une simple vasque. Merci, la voix. Alors, à part ça, il y a le théâtre. Donc, vous êtes en tournée dans toute la France du 20 janvier au 31 mars avec Le Fusible. Alors, il y a un truc extraordinaire avec vous, c'est que le 6 juin dernier, il y avait la retransmission en direct du Fusible sur M6. Ça tombait 1 an jour pour jour après le décès de votre maman, Christiane.
Ça n'a pas dû être facile, finalement. C'est très compliqué parce qu'en fait, je jouais pas le mardi et quand on m'a appris ça, d'ailleurs, vous voyez, quand j'en parle, j'ai toujours de l'émotion. Et M6 m'a dit, c'est un mardi, on peut pas faire autrement. Et j'ai perdu ma voix, en fait, pendant 3 jours. Et après, je me suis dit, bah vas-y, c'est peut-être un message qu'on t'envoie et tout ça pour qu'elle sourie, qu'elle soit heureuse ce jour-là, sinon ça aurait été terrible pour moi. Peut-être que elle a fait en sorte que je sois là ce soir-là, en tous les cas. En tout cas, j'ose espérer que là-haut, ça se passe bien pour elle. Tous les jours, je lui parle et je l'aime. C'est bien. The show must go on. Alors, il y a le cinéma, il y a le film avec Josiane Balasco. Vous reviendrez nous en parler, ce sera une occasion de vous revoir. Et il y a Instagram. Alors, Instagram, là, vous voulez avoir 1 million d'abonnés sur Instagram. Oui, j'ai fait un pari. Ouais. Il y a l'État sauvage qui m'excite comme émission. Ouais. Et M6 pense que c'est trop dangereux pour moi. Ouais. Donc, ils veulent pas me perdre. Alors, voilà, on s'est lancé un pari. Si j'arrive là, ils me laissent partir. Oh là là. Voilà. Mais bah, après, il faut que je booste parce que les stories et tout ça, Mais comment il peut faire 1 million? Le mec, il est à 3000. Hein. Faut fonctionner dans un truc un peu quotidien où tu donnes des. Faut être un peu sincère, quoi. J'ai envie de poster une photo, je la poste, j'ai pas envie, je la poste pas. Ah, mais je poste les photos. Mais des photos d'appartements. Ouais, ah d'accord. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec Alex Vizorek et notre guerrière du samedi soir, Caroline Simon, fondatrice de l'association Le Rire Médecin. Chaque année, 80 000 spectacles clowns dans les hôpitaux pour offrir des éclats de rire aux enfants. À tout de suite. Bonsoir les terriens, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Kev Adams, de Jean-Pierre Foucault, de Stéphane Plaza, d'Amir, de Marina Kaye et de Laurent Baffy. Et maintenant, on va faire un petit quiz qui s'appelle « Non, je n'ai pas changé ». Je n'ai pas changé. Comme Jean-Pierre Foucault, de nombreuses célébrités n'ont plus la tête qu'elles avaient à leur début. Ah oui. Voilà. C'est qui? Ah, faut être mal et mariole, là. Hein. Une femme politique? Non, c'est une animatrice de télévision. Sophie d'avant? Non. Sophie d'après? Non. Elle a un peu... Ah bon, Damido. Laurence Boccolini. Damido. Oui, Laurence Boccolini. On continue, qui c'est? Une femme? Ouais, non, Non. on a dit, oui. C'est un homme. Télé. Il fait de la Ah, télé. c'est Arthur. Oui, oui, oui. Il y a sa mère qui est là. C'est madame. Bravo, Laetitia. madame. Vous me l'avez soufflé et madame, Ouais. je tiens à vous dire que Jean-Pierre Foucault vous offre 1 million d'euros. Voilà, c'est fait. Bravo, madame. Avec plaisir, avec plaisir. On continue, qui c'est? Ah, c'est Cyril. Ah, c'est Cyril. On continue, qui c'est? Ah, Sublet. Ouais, elle est mieux maintenant quand même. Hein. Et là, attention, attention, image. Laurent Baffy. Oui, Laurent Baffy quand il était à Rio de Janeiro. C'est un indice. Bravo, madame. Ça fait 2. Christina Cordula. Vous êtes à 2 millions d'euros, madame. 2 millions d'euros, sympa. Attention, on continue. Pernod. Ouais, bravo. Est-ce que vous êtes Pernod? Ah, tu l'as connu à cet âge-là, toi. Image. Nikos. Et là, image. Jean Beauvais. Ruquier, bravo. Bravo. Ben non. Ça, c'est un serial killer qui a tué 19 personnes. C'est pas Ruquier. Non, c'est pas Ruquier, ça. C'est le gang des postiches qui mélange tout. Et je t'en dis une On connerie. continue, Mais image. ça n'existe pas, Image. Ruquier. Oh non. Bah. Oh non. Oui. Ah, c'est Baffy. Oh mon Baffy. C'est la couverture de Hockey Magazine. Je te jure, c'est C'est vrai. la couverture de Tétu, ça se voit très bien. Image. Ardisson. Ouais. Classe. Alors on continue, image. Qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Eh oui.
Alors, qui a gagné? C'est Kev Adams qui a gagné. Bravo, Kev. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous. Bonsoir. Thierry. Ben, c'est parti. On commence avec la phrase de la semaine sur l'hommage à Johnny Hallyday. Alain Finkielkraut a déclaré « Seul le peuple des petits blancs était là, les non-sous-chiens brillaient par leur absence. » Alors je traduis. Et alors, les Noirs et les Arabes, vous pourriez aimer Johnny comme les pauvres. Voilà. Un hommage pour lequel Marine Le Pen était persona non grata à la cérémonie. Et bon, bah, c'est un coup dur, évidemment, pour elle. Pas tant d'avoir loupé les larmes de Marion Cotillard et Jean Reno. Non, le plus dur, c'est qu'Alain Finkielkraut ne la considère plus comme une vraie sous-chienne. Il n'y a pas de jeu de mots. Et c'est pas grave, Marine, tu te rattraperas aux obsèques de Jean Roucas. Pour terminer sur l'hommage à Johnny, on l'a tous remarqué, Claude Lelouch a dû s'expliquer parce qu'il avait filmé la cérémonie et c'est vrai que c'était un peu gênant, mais voilà, bon, certains ont expliqué son geste comme une déformation professionnelle, hein, parce que filmer c'est son métier. Heureusement que Johnny n'était pas ami avec Jackie et Michel. En tout cas, pour Claude Lelouch, il ne lui reste plus qu'à filmer 4 mariages et il aura peut-être de quoi faire un film qui va cartonner au box-office. Bravo. Passons à la politique française. Jean-Michel Blanquer annonce l'interdiction des portables au collège dès la rentrée 2018. Alors évidemment, les gamins râlent. Et pour qui ils se prennent, les gamins français? Ils s'estiment heureux. Je veux dire, à leur âge, en Chine, on leur confisque pas les portables. On les oblige à les fabriquer. Autre mesure en cours, Édouard Philippe se dit favorable à titre personnel à la limitation à 80 km/h sur les routes nationales et départementales et franchement, il pourrait déjà la respecter lui-même, la limitation de vitesse. Il a été beaucoup plus vite que 80 km/h pour changer de camp lorsque Macron a été élu. On passe à droite. Laurent Wauquiez a gagné, je sais que vous attendiez ça avec impatience, Thierry, les présidentielles aux Républicains. Tellement de joie au QG qu'ils ont tous chanté « On ira tous au paradis », apparemment. Oui, c'est l'info, hein, comme ça, elle est donnée. Oui, mais non. Ben, si Nadine Morano et Éric Ciotti vont au paradis, ça va vite ressembler à l'enfer. Et Laurent Wauquiez qui a battu les 2 challengers, Maëlle Decalan et Florence Portelli. Bon, on les a découverts un peu. Florence Portelli qui aujourd'hui entend incarner ceux qui n'ont pas voté. Et ça, elle les incarnera plutôt pas mal, puisque c'est elle qui n'a pas été élue. Alors, évidemment, certains au parti sont très heureux. Hein. Brice Hortefeux, il a déclaré « La victoire de Laurent Wauquiez, c'est une chance pour notre famille ». Et c'est toujours émouvant. Hein, quand on entend un républicain parler de famille, hein, on a l'impression d'entendre Xavier Dupont de Ligonnès. Et d'autres, évidemment, sont mécontents. Hein. Parlant de président illégitime, l'élection de Wauquiez est entachée de soupçons de tricherie selon le mouvement Agir. Et là, je suis pas d'accord, parce que les Républicains, avant, c'était l'UMP. Avant, c'était le RP. Il y a une tradition. Hein. Donc, au contraire, s'il n'y avait pas eu tricherie, c'est là qu'il n'aurait pas été légitime, le bonhomme. Allez, on passe à gauche. Selon un sondage, 3 Français sur 4 pensent que le Parti socialiste peut disparaître. Il n'y a donc qu'un Français sur 4 qui est assez lucide pour se rendre compte qu'il a déjà disparu. Et encore plus à gauche, le média créé par les Insoumis dévoile enfin son équipe de rédaction. Alors comment le reconnaître, ce média, Thierry? Cette chaîne, c'est assez facile. Ce sera la seule chaîne où Jean-Luc Mélenchon n'insultera pas les journalistes. Ce sera celle-là. Justice. Georges Tron menace de balancer lors de son procès pour viol et agression sexuelle. Oui, parce que il a toujours affirmé que s'il caressait les pieds des femmes, c'est parce qu'il pratiquait la réflexologie. Hein, c'est comme si Harvey Weinstein nous affirmait qu'en fait, il est gynécologue. Et c'est vrai qu'on regarderait différemment, du coup. Et terminons cette partie politique française par une vraie bonne nouvelle. François Fillon a été nommé à la Fédération internationale de l'automobile. Et ça, c'est un beau message d'espoir. Oui, la réinsertion des délinquants est possible. Et on le voit. Et puis c'est chouette, puisque maintenant qu'il est dans les automobiles, il pourra imposer qu'on embauche sa femme pour faire la voie GPS. Et ça, c'est renseignement.
Politique internationale. Sommet du climat, Thierry, c'était cette semaine. La France tente de remobiliser autour des accords de Paris, en gros, pour fêter l'environnement. Hein, on nous a bien pollué, surtout avec de la com. Notamment, à la fin du sommet, Emmanuel Macron s'est offert un petit selfie. On va le voir, très sympa. Alors, on reconnaît Arnold Schwarzenegger. Mais surtout, regardez en bas à droite, la tête toute chauve. Non, ce n'est pas le fils caché d'Alain Juppé et Madame de Fontenay. Non, c'est mon Premier ministre. C'est le Premier ministre belge, Charles Michel, mon Charlot. Le gars a réussi à se taper encore plus l'incruste sur la photo que Nicolas Sarkozy lors de la marche pour Charlie. Et résultat, maintenant, Charles Michel, il est tellement mal cadré qu'on dirait une frappe d'Olivier Giroud. Passons à Donald Trump. Donald Trump passerait 8 heures par jour devant la télé. Voilà. Hein. Et ben moi, ça me rassure. Hein. Au moins, pendant ce temps-là, il n'est pas devant le bouton nucléaire. International encore, l'Arabie Saoudite met fin à l'interdiction des cinémas. Et bon, c'est pour les hommes que c'est bien, hein, parce que pour les femmes, ça change pas grand-chose avec le niqab. Ça avait déjà l'impression que la vie était en 16/9. Société. Comment du sucre français s'est retrouvé dans les bombes de Daesh? Alors, c'est du sorbitol Picard qui serait en effet utilisé pour lancer des roquettes. Et là, c'est chaud, parce que ça veut dire qu'à cause de Daesh, tu peux non seulement perdre un bras, tu peux perdre une jambe, mais t'es pas à l'abri de choper les caries. Le sorbitol ne donne pas de caries, en fait. Oh, le mec est balèze en sucre. Non, il a fait dentiste avant d'être chanteur. Oh, putain, le mec est balèze, merde. Si quelqu'un veut me niquer une autre vanne, vous faites comme Amir, allez-y. Merde. J'ai rien sur des immeubles, mais restez vigilants. Santé toujours. L214 demande l'interdiction de l'élevage des poules en batterie d'ici 2025. Et ça, j'imagine que c'est un coup dur, Jean-Pierre, pour le maintien de l'élection de Miss France. Je l'attendais. Vous la voyez arriver? Bon, c'est cadeau. Allez, cinéma, le dernier Star Wars va être diffusé à bord de la Station Spatiale Internationale. Oui, c'est complètement con. C'est complètement con. C'est un petit peu comme si on allait diffuser le prochain camping dans un camp de migrants. C'est complètement con. Allez, les brèves. L'Uruguay bat le record du monde du plus grand barbecue. Mais qui se la pète pas. Attendez qu'on organise la crémation de Pierre Ménès. Et la dernière, avec cette triste nouvelle, pourquoi les hommes ont perdu presque 1 centimètre de pénis en 64 ans? Tous, ça sert à rien de vous regarder, tous, selon une étude italienne, on a tous perdu, c'est peut-être le sucre, 1 centimètre de pénis en 64 ans. Alors une bonne fois pour toutes, mesdames, les fellations, c'est sans les dents. Mais oui. Et là, il n'y a personne qui intervient sur le sujet, c'est vrai. C'est marrant parce que ta chronique, elle a démarré très sympa. Je me disais, c'est sympa. Et ça a fini en dégueulasse. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Sans transition, on termine par la culture. Parce que j'essaye de me rattraper à la fin. Chaque semaine, je propose la visite d'un musée, d'une galerie, d'une exposition. Et incontournable cette semaine, on a inauguré lundi la rétrospective César au Centre Pompidou à Paris. César, alors le grand public connaît la statuette, le César du cinéma. Et donc, c'est intéressant parce que si les comédiens de Plus belle la vie veulent en voir un de plus près, c'est vraiment leur seule chance, c'est le Centre Pompidou. L'occasion aussi de découvrir le reste de son œuvre. Hein, parce qu'évidemment, on ne connaît pas que la statuette, notamment ses expansions. Alors évidemment, il y a le pouce géant, je ne sais pas si vous connaissez celui-là, c'était son propre pouce. Donc vraiment, l'inventeur du like, c'est pas Mark Zuckerberg, c'est César. Et les doigts, ça l'inspire, on va le voir ici, une autre œuvre urbaine, œuvre rebaptisée depuis Manuel Valls compte le nombre d'amis qui lui restent. Ou celle-ci, évidemment. Donc un conseil, si vous jouez avec César à pierre, papier, ciseaux, faites papier. J'ai aussi des blagues pour les enfants, parce que voilà, il n'y a pas que les fellations et les dents. Et on reste dans le corps humain. Et c'est reparti avec cette œuvre intitulée Le Plat, 1979. Il s'agit, oui Thierry, de verge. Alors autant vous dire que si vous déposez un demi-oignon au milieu, on peut parler d'un gangbang. Voilà.
La culture avec lui, c'est top. Hein, autre pan de l'œuvre de César, et ça je l'ai découvert, je ne connaissais pas, c'était les enveloppages. En gros, il enfermait des objets dans une enveloppe de plastique transparente, duquel on ne pouvait plus sortir. Ici, on reconnaît Paul Loussou-Lidzer, en plein travail. César également reconnu pour ses sculptures en fer forgé. Par exemple, celle-ci qui est assez jolie, l'esturgeon. Voilà, le seul esturgeon qui vaut plus cher que ses œufs. Et parfois, faut pas se mentir, Thierry, il s'emmerde un peu moins. Hein, celle-ci, elle s'appelle La danseuse, alors qu'il a juste plié un écrou. Et c'est tout ça, César. C'est-à-dire, parfois, il bosse vraiment, il se donne, et parfois, il en se coupe à une. Ses œuvres les plus célèbres, c'est les compressions. Alors, de voitures, essentiellement. Alors, on va voir celle-ci. Voilà, là, il s'est fatigué, il a mouillé la chemise, il en a fait un beau cube. Et parfois, voilà, il s'arrête au milieu du boulot, il s'emmerde pas à faire un cube, il affiche comme ça. Bon, faut déjà avoir une belle hauteur sous plafond, ça, pour le mettre chez vous. Oui, ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Et en plus, faut pas être un grand artiste pour réaliser ça. Hein. Je veux dire, Lady Di est très bien arrivée du premier coup. Mais évidemment, malgré ça, j'espère que la foule ira rendre hommage à César en allant se compresser au centre Pompidou, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on n'a pas le droit d'en parler. Joyeux Noël et bonne année. Alexis Jorel, je l'adore. On retrouve ici en janvier et sur scène à Paris et en tournée dans toute la France. Et maintenant, on passe à notre terrienne du samedi soir. Caroline Simons, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'origine d'une extraordinaire aventure qui redonne le sourire aux enfants malades, le Rire Médecin, association que vous avez créée le 28 mai 1991. Aujourd'hui, c'est environ 80 000 visites sur mesure chaque année, avec 97 comédiens professionnels qui interviennent dans 48 services répartis dans 15 hôpitaux. Vous avez fait des petits à l'étranger, vous avez des projets plein la tête, mais plus que jamais, vous avez besoin de nous. Alors, pour donner au Rire Médecin ce soir, il faut envoyer un texto FLT au numéro 92 212 ou aller sur le site leriremedecin.org. Voilà. Caroline Simons, vous êtes née le 8 octobre 1949. Valence. À Washington, aux États-Unis, père avocat, mère microbiologiste. Vous avez 4 ans quand vous décidez que vous serez médecin. À l'époque, vous fabriquez un hôpital de poupées, vous recueillez les animaux blessés. Bref, vous jouez tout le temps, docteur. Tout le temps, tout le temps. Des enfants d'après-guerre, il y avait de quoi faire. Oui. Alors, autre fait prémonitoire de votre prime enfance, votre oncle, qui était soldat dans l'US Army, qui s'installe en France, en fait, après la libération, et qui vous envoie régulièrement des cartes postales, des photos. Et là, vous vous dites un jour, je vais m'installer au pied de la Tour Eiffel, quoi. Non, en fait, je voulais faire médecine. Dès à 4 ans, je dis, je vais être docteur, je vis à Montpellier, après je monte à Paris, je vais être médecin, et voilà, et je mangerai des bons fromages. Ouais, le camembert, le pinard, les baguettes, Baudelaire un peu quand même aussi, non? Baudelaire, bien sûr, ouais. Et des époisses. Oui. Alors, à l'époque, vous fréquentez une école où, pour la première fois, sont mélangés des noirs et des blancs. C'était en Maryland en 54, et c'était le début de l'intégration en noir-blanc. Et moi, j'avais des familles, tu vois bien, juifs. Il faut vraiment faire l'exemple le lendemain. Tu fais l'ami avec quelqu'un tout de suite qui n'a pas ta couleur. Enfin, et je l'ai fait. J'ai grandi comme ça. Et puis, à l'époque, vous êtes victime d'une autre ségrégation due à votre taille. C'est-à-dire que vous êtes tellement grande qu'on vous appelle la girafe. Il faut dire que dans votre famille, le plus petit fait 1m85 quand même, non? C'est moi. En janvier 1968, vous n'avez pas encore 18 ans et vous faites votre premier stage dans un hôpital du Vermont au service des grands brûlés. Et parmi les malades, il y a 3 enfants rapatriés du Vietnam qui ont été brûlés au napalm. Et à l'époque, on ne donne pas encore de la morphine comme maintenant. Et quand vous enlevez les bandages,
C'est l'enfer. C'était la tâche de la petite, enfin la petite qui était grande, d'enlever les bandages chaque jour. Et puis, bon, je faisais ce que je pouvais. Je racontais des conneries, mais il ne parlait pas anglais. Je faisais des grimaces. Et là, on commençait à communiquer. Ouais. Et c'était assez terrible. Effectivement, devant cette horreur, vous vous mettez naturellement à raconter des blagues, à chanter, à danser. Vous faites même des courses de fauteuil roulant dans les couloirs de l'hôpital. C'est vrai ? Tout à fait. Tout à fait. Avec un jeune homme de 17 ans, moi j'avais 18 ans, donc il y avait une connexion très forte entre nous, on déconnait. Il n'y avait que ça à faire. Là, vous commencez assez naturellement à faire le clown à l'époque. Assez naturellement, je pense que j'ai une nature, on appelle ça, il y a des artificiels, des naturels, il y a des gens qui sont... Oui. J'étais pas spécialement drôle, mais j'étais différente, décalée. Le problème, c'est que dans cet hôpital, toute cette énergie passe au mieux pour un effort inutile et au pire pour de la frivolité. Les gens ne comprennent pas votre attitude avec les enfants. Et vous dites, je rentrais tous les soirs chez moi en pleurant. Ben oui, je pleurais pas à l'hôpital, mais je pleurais le soir. Vous êtes déprimé à l'époque par la souffrance des malades, vous êtes un peu dégoûté par l'attitude des médecins, vous abandonnez vos études de médecine et vous décidez de vous lancer dans le théâtre. Oui. Et là, en France, vous rencontrez Jules Corbière, donc, avec lequel vous montez votre première compagnie de théâtre de rue, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du théâtre de rue, qui s'appelle Palais des Merveilles. Donc vous jouez un peu partout, en fait. Ben, moi, je m'appelais Ratapus, Lily Ratapus à l'époque. Ratapus. Ben oui, c'était 10 ans d'aventure, pas possible. Ça a duré 10 ans, effectivement. Vous faites partie donc, de tous ces saltimbanques du début des années 70. Mais un jour, vous vous séparez de Jules et vous repartez aux États-Unis avec votre fille sous le bras. Et vous dites, quand vous êtes rentré, il ne faisait plus bon faire la manche dans la rue. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, c'est le début des années 80, devient un peu matérialiste. Ah oui, complètement, oui. Je sais pas, il y avait plus cette atmosphère 68A où on partage, où on court les rues bien sûr. Les flics derrière. Donc vous abandonnez ce que vous appelez la dèche dorée. Voilà. Parce que vous gagnez un peu de blé en faisant ça, quand même. Je m'en tirais bien. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, bien. Non, je mangeais bien le soir. Alors, aux USA, vous vous produisez dans des cabarets, dans la rue. Vous créez des nouveaux personnages. Le clown girafe, évidemment. Ça vous va bien de faire le clown girafe. Pour le zoo du Bronx. Vous faites des tournées. Vous faites des tournées en Chine, au Japon. Vous créez les Sushi Sisters. C'est ça. Toi, gonzesse, avec des perruques vertes, des grands écailles. Puis on chantait que des chansons à thème de poisson. Ah oui. Partout au Japon. Sushi Sisters. Et puis, en 1987, vous êtes contacté par le Sloan Kettering Hospital, qui est spécialisé dans la lutte contre le cancer, pour célébrer Thanksgiving auprès d'enfants malades. Et là, le directeur de l'hôpital vous demande de vous déguiser en dinde. Juste Auguste. Ouais. Alors, c'est très fort. Vous dites, vous entrez dans la chambre, vous découvrez une petite fille chauve, en pyjama rose, vous jouez de la flûte en faisant mine de pondre à neuf, parce que vous êtes une dinde, hein. Puis vous lui proposez d'être la marraine de l'oiseau qui vient de naître et de le nourrir avec un biberon, et la petite fille sourit. C'est le début de maintenant. Tout est dit, c'est ça l'histoire. Ouais, c'est ça l'histoire. Ouais. Vous dites, le moment le plus dur, c'est quand on rentre dans la chambre face à un enfant malade, parce que là, c'est la panique. On a un vrai trac. Il faut être juste. Si vous voulez, c'est un peu comme des pompiers. On va avec la lance et il y a un feu. On n'est pas du tout spectateur de nous-mêmes. C'est ce qui importe, c'est de vraiment, c'est être précisément juste par rapport à cette petite berceuse. Un médecin qui va pas bien, donc je me mets à genoux, je lui fais du grain, je le drague à fond. Je dis, nous on est des fous du village, on est là pour changer l'atmosphère, pour que l'hôpital ne soit pas une prison médicale, ni pour les enfants, ni pour les soignants, ni pour les parents. Il faut aimer drôlement les gens pour faire ça. On est condamné à aimer les gens. Alors, quelques semaines plus tard, vous rejoignez la troupe du Big Apple Circus et c'est avec eux que vous allez apprendre votre métier de clown d'hôpital. Alors, voilà comment ça se passe. Quand vous arrivez le matin, vous prenez un café avec les soignants pour connaître un petit peu le contexte. Et un jour, on vous parle d'une petite fille qui s'appelle Marie, par exemple, qui a rechuté d'un lymphome.
Les parents sont au bord du divorce, l'ambiance dans la chambre est tendue, et là, vous devez la dérider. Comment dire? C'est comme on glisse dans la chambre. C'est tellement absurde. Une fille avec un queue de girafe, des cornes, des oreilles, qui arrive au mauvais moment, que les gens, comme ils sont souvent dans les sidérations, ils sont très généreux aussi avec le rire. Je veux dire que les émotions circulent. Quand on est triste, on rigole très facilement. On est dans la moelle de l'émotion. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de là, vous allez voir 30 à 40 enfants par jour, avec un scénario différent pour chaque enfant. Vous faites du sur-mesure, en fait. Il faut que l'impro fonctionne, quoi. Vous savez pas ce que vous allez faire, en fait. On ne sait jamais ce qu'on peut faire et il ne faut pas prévoir. Il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à redécorer la chambre avec du papier toilette ou bien il faut être prêt à aller chercher un pompier parce que le petit garçon, il s'ennuie et puis il nous a vus. Il dit, aujourd'hui, je veux un pompier, je veux pas de clown. Je dis, d'accord, je vais chercher un pompier, je descends de 10 étages, je vais chercher le pompier de service et je le ramène. Il faut être prêt à ça. Alors, au début des années 90, vous décidez, Caroline, de revenir en France. Et là, vous allez créer le Rire Médecin. Donc aujourd'hui, vous êtes à la tête de 97 comédiens qui tournent dans 48 services. Alors les clowns, vous les choisissez pas au hasard. Hein. C'est des gens qui sont, en plus d'avoir un talent immense, ils sont empathiques, ils sont curieux, ils veulent se faire former. Moi, j'ai des gens qui ont travaillé plus de 23, 25, 26 ans avec nous. Alors on va regarder un extrait d'un documentaire de Olivier Horn qui s'appelle Jour de clown. Et on va voir comment ça se passe. Hein? Eh oui, mon pote. La chanson de Prout. Allez. Attention. J'explique à Rose. Il me fait mal. Moi? Ben oui. Oui. C'est pas moi, c'est lui, parce qu'il est... Il est comme ça. Bah voilà, c'est ça que je voulais te dire depuis... Moi, je suis comment? Il est comme ça. Oh, mais vous, il est... Toi, t'es toc-toc. T'es toc-toc. C'est Cécile qui prend ma tension. Vas-y, attends. Dans mon deux papiers, attends, on va faire de... Oh, attends. Non. Oh non! Au secours, Quand vous allez partir, vous m'oubliez pas surtout. Oh, bah non. Parce que je vais dormir Vous l'avez noté? Je vais noter dans mon carnet. Voilà. Jour de clown d'Olivier Horn, bravo. Alors comment vous faites pour assumer ça? Parce que vous dites depuis 30 ans, j'accumule les chagrins que je glisse sous le tapis. Oui, mais le tapis est très épaisse maintenant. Je pense après 30 ans de pratique entre les États-Unis et ici, je suis le contraire de bétonner. On reste des grands écorchés et c'est pour ça aussi qu'on peut être juste. Parce qu'au moment qu'on se bétonne, on va être en performance, on va être avec un quatrième mur. On va pas faire ce qu'il faut pour cet enfant-là. Des fois, il faut rien faire. Il faut être avec, c'est tout. Tout simple des fois. Tout simple. Heureusement, Caroline, vous avez un mari génial, une fille qui a 37 ans maintenant, des petits-enfants. Enfin, heureusement, vous avez une vie, quoi. Et financièrement, alors ça se passe comment? Parce qu'il faut quand même de l'argent pour faire tout ça. On rame. Vous avez besoin de combien par an? On a besoin de presque 4 millions d'euros par an. Donc, il faut des nouveaux donateurs. Il faut surtout des donateurs fidèles. Oh, regarde. Vous êtes beau. Ça me touche. Comme ça, tout. Alors, pour donner au Rire Médecin ce soir, il faut envoyer un texto SLT au numéro 92 212 ou aller sur le site leriremedecinattaché.org. Merci, Caroline. Alors, avant de se quitter, je vous signale la sortie en DVD du spectacle d'Elie Semoun,
qui s'appelle À partager. Alors franchement, c'est génial. Ça, si vous avez un cadeau de Noël à faire, il n'y a que des sketchs d'enfer, notamment Mappy, qui est un sketch que je trouve absolument surréaliste. Voilà, le DVD d'Eli. C'était Salut les terriens, votre talk du samedi soir avec Kev, Jean-Pierre, Stéphane, Marina, Caroline, Laurent. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.